de Russie. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions les intervenantes pour leurs informations. Nous saluons la présence ici des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Les nouvelles selon lesquelles la situation à Port-au-Prince est en train de se stabiliser nous inspirent de l'espoir. Néanmoins, tout porte à croire que le pays reste à deux doigts de la catastrophe. Il y a là-bas une véritable guerre des gangs qui, pour la population civile, entraîne des enlèvements, des pillages, des violences. Et chacun a déjà l'habitude de craindre pour sa vie. Le résultat prévisible de cette situation, ce sont des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur le carburant et les désordres à grande échelle qui accompagnent ce phénomène, les appellent à la démission des dirigeants du pays. Nous entendons des déclarations sur lesquelles c'est la mafia et les oligarques locaux qui se trouvent derrière ces manifestations, ainsi que leurs parrains. Mais les tentatives d'améliorer la situation et de faire baisser l'insatisfaction de la population sont clairement inadéquates. Nous avons affaire à la frustration de la société qui a perdu confiance dans les autorités. Nous n'avons cessé de dire qu'il était indispensable d'avoir un large dialogue politique et de lancer un processus d'élection et de réforme. Malheureusement, nous ne voyons aucune action cohérente et ciblée visant au retour d'Haïti sur la voie constitutionnelle et celle du développement. Nous sommes particulièrement déçus par le fait que les acteurs extérieurs qui disposent véritablement de levier du pouvoir à Port-au-Prince ne prennent pas de mesures visant véritablement à régler la crise dans le pays. En fait, ils ignorent ce qui se passe. Nous connaissons tous la difficile histoire d'Haïti, nous savons de quoi il s'agit. Les appels à se tenir aux côtés d'Haïti, lancés depuis la tribune de l'Assemblée générale, ne suffisent pas. Il faut faire des efforts pour que l'assassinat du président Moïse, il y a 14 mois, soit enfin élucidé. Et les coupables doivent être punis. On ne peut pas ignorer le fait que ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays et que ça fait longtemps que les pouvoirs du gouvernement et d'une grande partie du Parlement ont expiré, y compris dans le contexte de la signature en 2001 de la Charte démocratique interaméricaine. Mais des problèmes bien moins graves dans d'autres régions suscitent les critiques et les menaces des membres du Conseil. Je crois que vous devez être honnête et soit appeler un chat, soit reconnaître que vous appliquez le deux poids deux mesures concernant différents pays à l'ordre du jour du Conseil. Madame la Présidente, la communauté internationale doit véritablement corriger ses erreurs, définir les véritables besoins des Haïtiens et définir les moyens de véritablement les aider. Sans ingérence dans les affaires intérieures du pays, qui, comme le montre l'histoire, ne mène pas au résultat désiré. S'agissant le projet d'instauration de sanctions ciblées contre les chefs de gang, nous sommes prêts à l'examiner. Il est indispensable d'interdire aux chefs de gang l'accès au financement et d'empêcher leur déplacement. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure ces chefs de gang utilisent les comptes étrangers, les voyages à l'étranger. Est-ce que ces sanctions ciblées contre eux permettront vraiment de modifier la véritable situation dans le pays où les chefs de bande se sentent comme chez eux? Il convient d'accorder toute notre attention aux itinéraires du trafic d'armes et des flux financiers illicites. Tant que nous ne stopperons pas la contrebande d'armes, elle continuera à alimenter la spirale de la violence dans ce pays, qui mérite depuis si longtemps la paix et le développement. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour son intervention. Et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentante de la France. Je voudrais tout d'abord remercier la représentante spéciale, Madame Lalim,
pour sa présentation, ainsi que la directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial et la directrice exécutive de l'ONUDC. Et je voudrais également saluer la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de République dominicaine, ainsi que de celle du représentant permanent du Canada. Chers collègues, il y a urgence en Haïti et la France est très préoccupée par l'escalade des violences des dernières semaines. Elle condamne les attaques contre les personnes, les blocages des routes et les pillages qui ont été commis dans l'ensemble du pays. Nous avons entendu les préoccupations des États de la région que nous partageons à l'occasion de la réunion du groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social des Nations unies qui était présidé par le Premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière. Les autorités haïtiennes doivent réagir et la communauté internationale se mobiliser davantage. Nous suivons de près la mise en œuvre de la résolution 2645 du 15 juillet 2022 qui rappelle clairement notre engagement collectif à accompagner Haïti vers la sortie de crise en définissant nos attentes et en mobilisant davantage les Nations unies sur place. Je porterai pour ma part 3 messages simples. Premièrement, la France exhorte tous les acteurs politiques haïtiens à trouver un accord menant à l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Nous appelons la classe politique à faire preuve de responsabilité afin de renouer le dialogue, afin de sortir de l'impasse actuelle. Nous serons très attentifs au rapport que les autorités haïtiennes doivent remettre au Conseil afin de présenter tous les progrès effectués. Deuxièmement, il faut mettre un terme à la violence des gangs. Les groupes criminels multiplient les exactions en toute impunité. Ils sapent l'autorité de l'État. Ils pillent ses ressources. Or, chacun le sait, sans sécurité, il n'y aura ni État de droit, ni développement. Nous avons engagé des actions pour renforcer la police nationale haïtienne, y compris à travers le BINU, et nous continuerons d'agir en ce sens. La France se tient prête à exercer davantage de pression sur tous ceux qui alimentent la spirale de la violence en Haïti. Le soutien à une justice efficace, la lutte contre l'impunité doivent être nos priorités. Et l'idée d'un mécanisme d'enquête international indépendant mérite en particulier d'être approfondie. La France soutiendra et soutient le principe d'une résolution tel qu'il vient d'être présenté par les représentants des États-Unis et du Mexique. Troisièmement, les violences de ces dernières semaines sont liées à la dégradation alarmante de la situation socio-économique et humanitaire. Comment peut-on espérer la stabilisation d'un pays dont près de la moitié de la population souffre désormais de la faim? Il y a urgence à renforcer le soutien humanitaire et en particulier l'aide alimentaire, comme cela a été évoqué à maintes reprises. Et il faut garantir l'approvisionnement des plus vulnérables, assurer l'accès aux quartiers pauvres de Port-au-Prince et aux provinces. Nous condamnons le pillage inacceptable des stocks humanitaires dédiés à ces populations qui ont eu lieu au cours des derniers jours. En retour, l'État haïtien doit renforcer la gouvernance, la redevabilité de ces institutions, et notamment dans la lutte contre la corruption. Et c'est pourquoi la coopération naissante avec l'ONUDC est la bienvenue. En conclusion, la France tient à réaffirmer sa solidarité vis-à-vis du peuple haïtien. Elle continuera avec l'Union européenne, avec l'Organisation internationale de la francophonie, à mobiliser la communauté internationale pour fournir l'aide nécessaire. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de présidente du Conseil et je donne à présent la parole à son Excellence M. Jean-Victor Généus, le ministre des Affaires étrangères et des cultes d'Haïti. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord exprimer mes plus vifs remerciements à la Présidente pour avoir bien voulu organiser cette réunion d'information sur la situation en Haïti et d'avoir accepté que le gouvernement haïtien puisse y participer. C'est le témoignage de l'intérêt particulier et de l'engagement manifeste du Conseil pour Haïti et son peuple et sa bonne disposition à aider le gouvernement dans la recherche d'une solution durable aux problèmes multiples et complexes auxquels le pays est confronté. À cet égard, je tiens à saluer le travail réalisé par le BINU et la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Hélène Lalime,
et pour les efforts déployés dans un contexte aussi difficile afin d'accomplir le mandat qui lui a été attribué par le Conseil de sécurité dans ses différentes résolutions. Je voudrais aussi remercier les différents intervenants pour leurs remarques judicieuses. Nous en avons pris note. Madame la Présidente, point n'est besoin de souligner l'importance de cette réunion qui arrive à point nommé. En effet, il permet au gouvernement, par mon organe, d'informer le Conseil des derniers développements de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, des efforts que le gouvernement est en train de déployer afin de l'améliorer et du même coup de présenter à la communauté internationale ses attentes en vue de nous permettre de sortir définitivement de cette crise multidimensionnelle qui a trop duré. Le 12 septembre dernier, des manifestations violentes ont éclaté dans le pays suite à la décision du gouvernement de cesser la subvention des produits pétroliers, entraînant du même coup l'augmentation des prix du prix des carburants. Cette décision, quoique difficile, était un impératif car l'État perdait un total de 400 millions de dollars par année. D'autre part, il s'agissait d'assainir les finances publiques en adoptant un budget d'austérité par des réformes macroéconomiques. Le gouvernement a entrepris une grande réforme au niveau de l'administration générale des douanes pour lutter contre la contrebande, augmenter les recettes douanières et freiner l'entrée des armes et des munitions dans le pays. Ainsi, ces mesures ont permis à la douane de collecter pour le mois d'août près de 8 milliards de gourdes, soit une augmentation de plus de 40%. Utilisant cette augmentation des prix comme cheval de bataille, les conséquences sociales à court terme inhérentes à cette mesure, ajoutées également à leur mécontentement contre les réformes douanières et l'adoption prochaine de nouvelles mesures, les pêcheurs traditionnels en eau trouble qu'on trouve dans le secteur politique et dans le secteur privé des affaires ont mis à exécution leur plan pour créer une situation chaotique dans le pays. Ils ont utilisé les gangs lourdement armés pour paralyser le fonctionnement de tous les départements géographiques du pays, en bloquant les principales artères de la capitale et des villes de province, en pillant et brûlant des édifices publics comme des tribunaux de paix, des centres carcéraux, des entreprises du secteur privé, des locaux de certaines banques commerciales et des entrepôts des organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial, l'UNOPS, l'UNICEF, Caritas. Plus d'une vingtaine d'écoles ont été saccagées et pillées dans le département de l'Artibonite. Face à la brutale détérioration de la situation, le gouvernement s'est attelé à rétablir la sécurité dans le pays, susceptible de garantir la reprise des activités économiques. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le professionnalisme de la PNH, la police nationale, qui a su reprendre le contrôle de la situation et limiter les dégâts face à des gangs mieux armés et mieux équipés. Madame la Présidente, je souhaite exprimer devant le Conseil la grande préoccupation et l'inquiétude du gouvernement haïtien face à cette grave situation. Je voudrais également mettre l'accent sur les conséquences catastrophiques que les actions délétères des gangs alimentés par certains secteurs économiques et quelques secteurs politiques causent à la société et leurs effets dévastateurs sur l'économie nationale et sur le quotidien de la population. Les conséquences sont extrêmement graves. Les manifestations violentes et destructives, ainsi que les difficultés rencontrées dans la livraison et l'approvisionnement du pays en carburant à cause du blocage des routes imposé par les gangs armés au niveau du terminal pétrolier de Vareux, complique davantage la situation économique déjà précaire du pays. Le carburant étant un produit transversal qui concerne toute l'activité économique,
Une telle situation est de nature à paralyser l'État et à jeter le pays dans une paralysie presque totale. Pour cause, certaines entreprises privées menacent de plier bagages et de se relocaliser ailleurs. Le parc industriel de Caracol, l'un des plus importants du pays, vient d'annoncer l'arrêt de ses opérations hier dimanche, faute de carburant, ce qui pourrait faire perdre 12 000 emplois dans un contexte de croissance économique négative. De plus, la fermeture de certains hôpitaux est enregistrée faute d'approvisionnement en carburant et la réouverture des classes déjà reportée au 3 octobre prochain reste hypothétique. Face à l'aggravation de l'insécurité, il nous faut un accompagnement très robuste de la communauté internationale pour soutenir la PNH dans sa lutte contre les bandes armées. L'appel lancé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies va dans le bon sens et mérite d'être approfondi. C'est aussi l'occasion d'inviter d'autres partenaires à œuvrer davantage. Dans cet ordre d'idées, nous remercions les initiateurs de la réunion organisée le 23 septembre dernier sur le Basket Fund, ainsi que les États qui ont fait des annonces de contribution en vue de supporter le travail de la PNH. Pour faire face à ces actions de terrorisme, le gouvernement mise beaucoup sur la collaboration de la communauté internationale. Il nous faut barrer la route à ces fauteurs de troubles, ces promoteurs de la violence qui profitent de l'instabilité chronique d'Haïti pour s'enrichir dans la contrebande, le trafic de la drogue, des armes et des munitions. Dans ce contexte, les auteurs directs et intellectuels des actes criminels et terroristes, notamment ceux perpétrés ces derniers jours, seront réprimés avec la dernière rigueur par la PNH et déférés par devant la justice haïtienne. Nous saluons également la décision de certains pays d'envisager d'imposer des sanctions à l'égard de ceux et celles qui participent d'une façon ou d'une autre aux activités criminelles d'insécurité dans le pays. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour en finir avec le phénomène de l'insécurité dans le pays. Madame la Présidente, de ce fait, la priorité de l'heure est le retour à l'ordre constitutionnel à travers le rétablissement de la sécurité et le dialogue politique, conditions essentielles pour la tenue des élections générales, le rétablissement des institutions démocratiques et républicaines, ce qui permettra d'adresser les questions sociales et économiques. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que présentement, des négociations sont en cours et nous espérons qu'un accord politique pourra être trouvé sous peu, ce qui permettra le déblocage de la situation. Le Premier ministre n'a jamais ménagé ses efforts et est toujours resté ouvert pour poursuivre le dialogue, seul moyen de résoudre la crise politique. Je vous remercie. Je remercie son Excellence M. Généus pour sa déclaration et je donne maintenant la parole à son Excellence M. Roberto Alvarez Gil, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Muchas gracias. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur Généus, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, au nom du gouvernement de la République dominicaine, je remercie la République populaire de Chine d'avoir demandé cette réunion et je remercie également tous les intervenants des exposés qu'ils ont fait durant cette séance du Conseil. Nous remercions également le Conseil de sécurité d'avoir adopté la résolution 2645 en juillet dernier pour proroger d'1 an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Néanmoins, et comme je l'ai déjà dit devant l'Assemblée générale, les résultats attendus de la BINU dépendent de la conclusion par les Haïtiens d'un accord national comme point de départ afin de combattre et de neutraliser les bandes organisées
et en deuxième lieu, afin d'organiser des élections dès que possible. Hélas, jusqu'à présent, cette dynamique ne s'est pas traduite dans les faits et le gouvernement dominicain considère que les efforts de stabilisation en Haïti doivent viser tout particulièrement, comme l'a répété à maintes reprises le président Luis Abinader, la pacification immédiate et le dialogue politique. Ce sont les seules solutions possibles pour remédier à la violence et au chaos, comme le précise le paragraphe 10 de la résolution susmentionnée, où il est dit qu'il faut renforcer l'appui à la sécurité concernant les efforts faits par la PNH pour combattre des niveaux élevés de violence. Néanmoins, les avancées pratiquement inexistantes dans ce sens exigent que la communauté internationale agisse, comme l'a indiqué le secrétaire général Antonio Guterres. C'est une position que mon pays appuie fermement. En effet, pendant que l'on renforce l'aide apportée en vue du renforcement des capacités de la police, il est nécessaire d'avoir une force robuste à même de rétablir la paix et de mettre fin à la violence commises par les bandes armées, les groupes armés infiltrés par le pouvoir politique et économique. La République dominicaine, dans son esprit habituel de coopération et d'amitié avec le gouvernement et le peuple haïtien, réitère également sa conviction selon laquelle la seule réponse durable à la crise doit venir des Haïtiens eux-mêmes. Je le répète donc devant le Conseil, la collaboration internationale avec les efforts menés par Haïti et par les autorités est vitale pour rétablir la stabilité, la tranquillité à Haïti, aux pays voisins et dans la région. C'est là notre seul intérêt. Monsieur le Président, la souffrance humaine en Haïti est indescriptible aujourd'hui. Nous avons entendu parler des terribles exactions qui touchent surtout les plus vulnérables en Haïti. Depuis une dizaine de jours, le terminal principal de combustible, auquel a fait référence le ministre Généus, avec des millions de gallons de gasoline, de GNP, de GLP et autres, est bloqué, sans que la police haïtienne n'ait pu lever ces blocages. 400 000 personnes environ vivent autour de ce terminal de combustible. Il faut à tout prix éviter une tragédie. Par conséquent, pour terminer, Madame la Présidente, je voudrais répéter les propos du président Luis Abinader l'an dernier à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale. Je cite: Haïti ne peut pas attendre davantage. Nous devons agir de façon responsable et nous devons agir dès maintenant. Merci. Je remercie son Excellence Monsieur Alvarez Gil pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Canada. Merci Madame la Présidente. Thank you to you, Madame. Merci à vous, Madame la Présidente. Merci à mes collègues. Merci au ministre Gill et au ministre Géniès. J'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti et en République dominicaine fin août en tant que président du groupe consultatif auprès de l'ECOSOC et à titre national. Et je pense que tout ce qui devait être dit a déjà été dit concernant l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés dans le pays. Les gangs armés ont encerclé Port-au-Prince, menaçant la sûreté et la sécurité de ses résidents. Le principal tribunal du pays est tombé pendant un moment sous le contrôle des gangs. C'est presque une métaphore pour l'effondrement de l'ordre public. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. De nombreux Haïtiens sont confrontés à des pénuries chroniques alimentaires et la sécurité alimentaire augmente. À Cité-Soleil et dans d'autres zones, les femmes enceintes ne peuvent pas avoir accès à des services sanitaires essentiels à raison de la violence créée par les gangs. Les entreprises ferment, les Haïtiens fuient le pays ou sont déplacés en interne. Et pourtant, nous devons
saluer la remarquable résilience du peuple haïtien. Étant donné cette sombre réalité, la communauté internationale doit renforcer sa détermination et se tenir aux côtés des Haïtiens solidaires pour les aider à relever ces défis si complexes alors que les tensions ne cessent d'augmenter. Poursuit un engagement en Haïti. La semaine dernière, en collaboration avec nos partenaires des Caraïbes et le gouvernement d'Haïti, le Premier ministre Trudeau a présidé une rencontre du groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social. En tant qu'amis, voisins et partenaires d'Haïti, nous avons discuté de l'importance d'intensifier notre appui à ce pays, non seulement à court terme, mais également à long terme. Ceci inclut une assistance afin d'aider Haïti à identifier les causes profondes des défis complexes et interconnectés auxquels le pays est confronté. Madame la Présidente, nous devons appuyer Haïti à créer les conditions propices à un dialogue national inclusif et j'étais heureux d'entendre